Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Qui dit mois de février dit aussi stage de 3e. Mais est-il toujours bien vécu et surtout est-il vraiment égalitaire ce stage de 3e? On va en parler dans la première partie de notre émission avec notre invité. Seuls 41,7% des filles handicapées terminent l'école primaire dans le monde. Ces derniers chiffres rapportés par Handicap International sont marquants. On en parle avec la spécialiste écriture inclusive Sandra Boisseau en seconde partie de notre émission. Mais tout de suite on va faire le point sur l'actualité éducation du jour avec Guillaume Bion. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie. À la une aujourd'hui, les députés examinent une proposition de loi qui vise à durcir les sanctions envers les mineurs délinquants. Un texte qui a été déposé par Gabriel Attal lui-même, c'était en octobre dernier, porté également par un député du Tarn, Jean Terlier. Alors que retrouve-t-on justement dans ce texte? Je propose d'écouter l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, c'était ce matin sur RTL. Je propose qu'on soit plus ferme dans la réponse pénale face à un certain nombre d'actes de délinquance, à des délits, à des crimes qui viennent des mineurs. Concrètement, ça veut dire qu'on crée une comparution immédiate pour les mineurs qui aujourd'hui n'existent pas. Je vous prends un cas très concret. Vous prenez 2 jeunes en récidive de 17 et 18 ans pour coups et blessures aggravés. Celui de 18 ans, il va pouvoir être sanctionné tout de suite avec une comparution immédiate. Celui de 17 ans, il va falloir un certain nombre de mois, presque un an, pour qu'il puisse être sanctionné. Je propose de changer ça en créant une comparution immédiate des mineurs. Alors Gabriel Attal propose également de réviser les modalités d'atténuation de la peine pour les mineurs, d'étendre aussi les sanctions envers les parents pour les dommages causés par leurs enfants, mais aussi de lever l'excuse de minorité. Écoutez. Aujourd'hui, il y a une excuse de minorité qui est automatique et le juge peut effectivement la lever dans certains cas en motivant. Ça arrive dans très peu de cas. Moi, ce que je propose avec ce texte, c'est d'inverser les choses, c'est qu'elle ne soit plus automatique à partir de 16 ans et pour des faits particulièrement graves, et que le juge puisse l'appliquer, mais en motivant. Il faudra de vraies raisons, les motiver, pour considérer qu'un jeune ne doit pas être jugé comme un majeur quand il est en récidive de plus de 16 ans et qu'on parle de crimes, c'est-à-dire de choses particulièrement graves. Moi, je vais vous dire clairement, on a une ordonnance de 1945 qui dit un mineur ne doit pas être jugé comme un majeur. Moi, je ne propose pas de remettre ça en cause. Simplement, je propose de considérer avec lucidité qu'un mineur de 2025 n'est pas un mineur de 1945. Par ailleurs, l'ex-premier ministre entend mieux responsabiliser les familles et notamment lors des manquements d'obligations familiales. Et au même moment, surprenant, sur France Inter, le ministre de l'Intérieur s'est dit favorable à cette loi. Je cite Bruno Retailleau, « Cela va dans le bon sens, mais écoutez la suite ». Malheureusement, c'est une proposition de loi qui a été largement détricotée en commission. Ça fait des années, moi, que je plaide pour une révolution juridique. Parce qu'aujourd'hui, on enferme des mineurs violents dans des parcours de délinquance. On ne veut pas leur donner des peines de prison trop tôt, et donc on attend 10, 15, 20, parfois 30 antécédents judiciaires avant que la sanction ne tombe. Pire même, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui à la césure. C'est-à-dire qu'on découpe, on dissocie le moment où on va reconnaître la culpabilité pour une faute d'un mineur du moment où plusieurs mois après, on fera tomber la sanction. Et concernant la justice des mineurs, là aussi Bruno Retailleau veut aller plus loin avec des peines courtes de prison. Il souhaite s'inspirer de ce qui est fait chez nos voisins européens. Ceux qui ont des enfants, est-ce que quand un gamin fait une bêtise, vous lui dites « tu as fait cette bêtise, tu es coupable » et on verra dans 3 mois, dans 6 mois, la sanction que je vais te donner. C'est incompréhensible. Et je pense, là encore, qu'il faut assumer des peines courtes de prison. Des peines courtes de prison, comme le font par exemple les Pays-Bas, d'1 semaine ou 2 semaines, dès le premier délit grave. Parce que c'est cela qui est éducatif. On a des enfants qui ont perdu toute empathie, qui peuvent tuer et quelques minutes après aller boire sur la terrasse d'un café. Et là, je crois que la prison, la butée, elle est essentielle. Enfin, Bruno Retailleau appelle à abolir la loi Belloubet de 2019. L'objectif de ce texte était, rappelons-le, de lutter contre la surpopulation carcérale. Il rendait notamment impossible les peines fermes de moins d'1 mois et les peines inférieures à 6 mois qui doivent obligatoirement être aménagées, sauf, je cite, impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné. Au volet judiciaire, le principal suspect du meurtre de Louise est passé aux aveux. Owen L. a effectivement reconnu les faits après plus de 30 heures
passé en garde à vue. Les enquêteurs s'étaient intéressés à cet individu en raison des incohérences décelées dans son emploi du temps, mais aussi avec des traces de griffures retrouvées sur les doigts du suspect. Et puis ce dernier serait également porteur d'une doudoune qui était semblable à celle aperçue sur les caméras de vidéosurveillance. D'ailleurs, ce principal suspect voyait son ADN correspondre à celui qui avait été retrouvé sur le corps notamment de la jeune fille de 11 ans. Dans cette affaire, 3 autres personnes sont toujours en garde à vue, sa mère, son père et puis sa petite amie, pour non-dénonciation de crime. Poursuivons avec cette passe d'armes hier à l'Assemblée nationale entre François Bayrou et un député LFI au sujet des accusations de violences sexuelles à Notre-Dame-de-Béthárame. On vous en a parlé ici même depuis un an. Le parquet de Pau mène l'enquête suite à une centaine de plaintes qui ont été déposées pour des faits de violence, d'agression sexuelle ou encore de viol au sein de cet institut privé catholique entre les années 70 et 90. Le site Mediapart assure que le Premier ministre était au courant. Hier, le député insoumis Paul Vannier a justement interrogé sur ce sujet le Premier ministre. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Béthárame, victimes de violences pédocriminelles? Vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. Alors, réponse dans l'hémicycle toujours du Premier ministre. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre ? Tout est faux, assure donc le Premier ministre qui va déposer une plainte pour diffamation. Il récuse aujourd'hui des polémiques, je cite, artificielles du côté des députés socialistes. On attend que la lumière soit faite. Sur un tout autre sujet maintenant, à Mayotte, à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel pour les examens de fin d'année. Après le passage du cyclone Chido, de la tempête Dikeledi, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé des aménagements pour les examens, par exemple pour le brevet, annulation des épreuves pour le mois de juin et prise en compte intégrale du contrôle continu pour les épreuves anticipées de français pour le bac. L'oral est maintenu mais assoupli avec moins de texte. Le contrôle continu sera pris en compte notamment pour l'épreuve écrite. Et puis en terminale, là aussi, le grand oral est maintenu mais assoupli et adapté. Les épreuves de spécialité, celles de philo, sont remplacées par le contrôle continu. Et puis concernant Parcoursup, là, les élèves ont un laps de temps supplémentaire jusqu'au mercredi 26 mars pour notamment s'inscrire sur la plateforme et formuler leurs vœux. Partons à présent aux États-Unis où Donald Trump accuse le ministère de l'Éducation d'être inefficace, de coûter trop cher et d'être dominé par les idées d'extrême gauche. Lors de sa campagne présidentielle, le républicain avait promis justement d'anéantir ce ministère, une prise de position qui suscite la colère des élus, des parents, des syndicats qui voient notamment une attaque inédite contre l'enseignement public. Alors selon la National Education Association, environ 13% du financement des écoles primaires et du secondaire proviennent des coffres fédéraux. Le reste est financé par les États et les collectivités locales. Des subventions fédérales inestimables pour bon nombre de familles qui ont des faibles de revenus ou encore des élèves qui ont différents besoins particuliers. Alors toutefois, il faut le noter que fermer ce ministère n'est pas une mince affaire. Bien au contraire, selon la loi, seul le Congrès a le pouvoir de le supprimer et Donald Trump ne dispose pas de voix nécessaires pour faire voter une telle décision. Enfin, la France représentée lors du prix mondial de l'enseignement. C'est une récompense qui est attribuée depuis 2015 à un enseignant du monde qui a apporté ses contributions notables dans le monde de l'éducation, la seule européenne et donc française et strasbourgeoise plus précisément. Céline Allaire, les profs donc des écoles au sein d'un établissement classé REP+, elle donc s'efforce dans ses cours à créer de l'inclusivité, de lutter contre les inégalités et surtout de stimuler ses élèves qui grandissent dans un environnement parfois difficile. Et tout est parti d'un petit déjeuner il y a une dizaine d'années. Elle avait remarqué que bonne partie de la classe ne le prenait pas le matin. Elle a donc fait un atelier, un projet autour de ce petit déjeuner à l'école. Ça devait durer initialement que quelques semaines et au final, c'est revenu et s'était intégré et enraciné au sein de l'école. Outre le gain sur la santé, dit-elle, les élèves sont motivés à venir à l'école. La cohésion du groupe est bien meilleure. Ils discutent davantage et puis la mixité est plus fluide, assure-t-elle notamment dans les colonnes du Parisien. Finalement, ce projet est devenu la colonne vertébrale justement de sa pédagogie. Un projet qui est donc très concret et qui permet d'ouvrir les esprits et de gommer les inégalités. Bravo à elle.
Merci beaucoup Guillaume. Et toi, tu le fais où ton stage? Voilà l'une des questions qu'on peut entendre chez les ados ces dernières semaines, alors que le stage d'observation de 3e bat son plein. Un stage comme première plongée dans le monde professionnel. Mais est-ce vraiment le cas pour tout le monde? Est-ce vraiment égalitaire? On en parle avec notre invité. Véronique Blanc, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère école entreprise, directeur d'Île-de-France. Vous avez participé également à cet ouvrage, Rêve. 80 Françaises et Français imaginent l'avenir de leur pays. Alors c'est publié chez Débat Public. Justement, on va en parler de l'avenir de notre pays, parce que ça passe aussi par, évidemment... le terme consacré, c'est nos jeunes. Voilà. Et nos jeunes font des stages, notamment en 3e, bientôt 20 ans que les stages sont obligatoires en 3e. Pourquoi, à votre avis, ça a été proposé dès le départ? C'était une façon de se familiariser avec le monde de l'entreprise? Absolument, c'est important quand on a 15 ans de pouvoir se projeter un minimum, de pouvoir comprendre comment fonctionne une entreprise, et pas seulement une entreprise, puisque les organisations publiques et les associations proposent aussi des emplois. Donc il y a des métiers un peu partout. Et donc c'est nécessaire qu'ils découvrent vraiment ce qu'est le monde professionnel pour se projeter à un moment donné. L'idée n'est pas qu'ils découvrent là tout de suite en 3e le métier de leur rêve, mais qu'ils fassent des expériences, qu'ils se posent des questions. Alors j'entends évidemment le point de vue de l'expérience, mais c'est vrai que sur une semaine c'est assez court, forcément. Et puis surtout, un stage d'observation, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire on observe mais on ne travaille pas, parce qu'il est interdit de travailler évidemment avant 16 ans. C'est aussi un lieu et un endroit où on fait souvent des photocopies, on porte des cartons et puis on regarde, on observe. Et même certains employeurs, si je puis dire, en tout cas personne qui est chargée du stagiaire, dit finalement on se retrouve nous-mêmes à les observer en train d'observer. Donc est-ce que c'est une bonne façon d'appréhender le monde du travail? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les enseignants préparent cette séquence. L'idée, c'est qu'ils permettent aux jeunes de se poser des bonnes questions pour qu'ils aient déjà une petite idée de leurs compétences, leurs envies, et donc du coup qu'ils n'aillent pas... Voilà, qu'ils aillent chercher un peu plus loin que leur environnement le plus proche ce stage, qui est en effet un stage d'observation. Mais dans un stage d'observation, il peut se passer beaucoup de choses. Et ce que je peux vous dire également, c'est qu'il existe des modalités différentes dans certaines grandes entreprises avec des stages collectifs qui sont animés. Et des stages en entreprise qui sont guidés par des personnes qui organisent vraiment sur une semaine. Alors, c'est toujours un peu gênant de citer ses enfants, mais mon propre fils avait fait un stage d'1 semaine dans une boîte d'informatique avec une organisation très précise, découverte de 1 ou 2 métiers par jour, avec un fil rouge en équipe pour faire un projet. Alors, puisque vous y allez, je vais me permettre d'aller jusqu'au bout de la phrase, mais effectivement, quand on est le fils de la conseillère école entreprise du recteur d'Île-de-France... Je ne l'étais pas à l'époque. D'accord, probablement, mais vous êtes dans la même voie. J'imagine que c'est peut-être plus facile d'avoir un stage sympathique et surtout pris en charge de manière intelligente pour beaucoup d'autres qui se retrouvent quand même dans un stage d'observation qui soit pur et dur, assis sur une chaise et pas sachant pas trop quoi faire. Déjà, un jeune de 15 ans déjà n'est pas souvent très à l'aise, effectivement, avec la prise de parole, avec le fait de pouvoir être quelque part et se rendre utile. Et c'est vrai que cette interaction n'est pas toujours évidente. Alors absolument, et c'est la raison pour laquelle, à titre professionnel, je suis très engagée pour justement ouvrir les possibilités pour trouver des stages pour les jeunes qui n'ont pas de réseau, parce que c'est quand même le sujet, et pour leur faire prendre conscience très tôt que c'est important d'avoir un réseau. Donc il y a des techniques, on en fait prendre conscience aussi aux enseignants. Et alors ça nous amène un peu au stage de seconde qui est obligatoire depuis l'année dernière. Pour ce stage, en fait, il y a une plateforme qui a été mise en place de façon à ce que les entreprises
et toutes les organisations déposent des stages afin que les élèves puissent aller consulter les offres. En consultant les offres, il est possible de filtrer en fonction du métier qui peut nous intéresser, en fonction de notre lieu d'habitation ou du lieu sur lequel on peut se rendre. Et donc ça ouvre. Et c'est la raison pour laquelle, à titre professionnel, je milite beaucoup pour que les entreprises déposent des stages et pour que les jeunes puissent consulter. C'est aujourd'hui l'ouverture à la consultation pour les jeunes, donc pour ces stages de seconde. Et on redonne la plateforme, s'il vous plaît. Ça s'appelle Un jeune, un stage. C'est intéressant, il y a beaucoup de choses à raconter, à la fois du point de vue des inégalités, à la fois du point de vue, bien entendu, du regard des jeunes, de ces stagiaires, et bien sûr de l'employeur. J'aimerais juste revenir sur deux choses. Les employeurs, vous dites, effectivement, finalement, proposent déjà des stages, offrent des stages via cette plateforme. Mais quel est leur intérêt de proposer ces stages de troisième ? Ils ont beaucoup d'intérêt s'ils veulent faire connaître leur entreprise, leur secteur d'activité, pardon. On dit partout qu'il y a des difficultés de recrutement dans tous les secteurs. Alors, il y a des secteurs dans lesquels c'est particulièrement le cas. Nous, on travaille beaucoup sur l'industrie, par exemple, sur les métiers dans l'industrie. Il y a le numérique. Enfin, il y a énormément de secteurs qui peinent à recruter. Donc, ils ont complètement tout à fait intérêt à accueillir des jeunes, à leur montrer leur métier, à les faire échanger, à les faire discuter avec leurs salariés, ce qui a l'avantage aussi de valoriser les salariés et tout le monde y gagne en fait. Absolument, tout le monde y gagne. Mais c'est du temps qu'ils doivent consacrer aussi pendant une semaine. C'est-à-dire que c'est pas rien, c'est pas juste, effectivement, on dit observation, c'est pas l'observation ni pour l'un ni pour l'autre finalement. C'est-à-dire qu'en fait, le stagiaire doit aussi être un peu acteur, mais sans travailler. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Et pour vous dire, nous aussi, nous y sommes collés à l'exercice et avec plaisir. Nous avons accueilli 8 stagiaires l'année dernière en Sorbonne et nous leur avons fait découvrir les métiers de notre administration. Et c'était particulièrement intéressant de les voir ouvrir des grands yeux et dire « Ah oui, je ne savais pas que ces métiers existaient. Ah oui, c'est intéressant, effectivement. » Comme lesquels ? Poser des questions. Alors, le métier qu'ils ont découvert, figurez-vous, c'est le métier de recteur. Ah oui. Celui qui apparaissait pourtant, l'Académie de Versailles a fait parler d'elle il n'y a pas si longtemps. Mais ils ne sont peut-être pas si sensibles que ça. Ouais. Et en tout cas, c'est vraiment le métier qui les a le plus étonnés. Après, on leur a fait découvrir tout un tas de métiers, y compris des métiers avec nos partenaires, puisque comme je suis sur la relation école-entreprise, eh bien, j'essaye de faire bénéficier de nos partenaires pour les élèves qui viennent en stage chez nous. Alors, on a parlé un petit peu du point de vue des employeurs, on va y revenir bien entendu, mais aussi, j'aimerais le regard de ces élèves de 3e pour qui... c'est vrai que c'est une des premières questions posées par les stagiaires, enfin ceux qui vont faire un stage d'observation, c'est de dire, mais est-ce qu'on peut faire autre chose que d'observer ? Et finalement, dans les faits, seuls 37% des élèves ont participé à un projet concret durant leur stage. C'est la difficulté, effectivement, de trouver un projet concret. Déjà, avant même de trouver un projet concret, alors c'est possible dans les moyennes et les grandes entreprises, les projets concrets, parce qu'il y a des ressources humaines pour accompagner. C'est un peu plus compliqué dans les petites structures. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la structure, en fait, en faisant dialoguer un jeune et une personne qui va présenter son métier, eh bien, ça apporte beaucoup. On n'est plus dans l'observation, on est dans le dialogue. Et le dialogue peut mener à l'observation de la personne qui travaille. Je ne sais pas, j'imagine, on est dans une usine, la personne explique ce qu'elle fait sur son poste de travail et on peut aussi la regarder. C'est un petit peu moins peut-être parlant quand on est derrière un ordinateur. L'observation, elle n'est peut-être pas la même. Quoique, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut partager avec un jeune qui vient et avec lequel on peut échanger sur son métier. Et pas seulement sur son métier, sur son parcours également. Parce que quand on pose des questions aux salariés, on voit bien qu'il n'y a pas un parcours unique. Une droite, une ligne comme ça. Chacun a eu son parcours. Et ça, c'est très intéressant. Et les salariés, parfois, n'ont
pas ça en tête, en fait, qu'ils ont énormément à apporter, rien que dans un échange de une demi-heure, 1 heure. Cet échange peut-être aussi peut se faire lors de la pause déjeuner, souvent un moment important, et puis qui parfois aussi délaissés par les employés, c'est pas forcément de leur faute, mais qui sont peut-être affairés à faire d'autres choses, enfin affairés sur d'autres choses, ou peut-être parce qu'ils ont des déjeuners professionnels et que c'est compliqué d'amener les stagiaires, enfin pour plein de raisons. Et comment peut-être revaloriser ça, repenser cette relation stagiaire-pro? Oui, alors effectivement, la pause déjeuner, c'est un moment en dehors de l'activité de l'organisation, que ce soit une entreprise, une administration publique, une association, une fondation, peu importe. Et effectivement, la parole est davantage et plus libre, donc ça peut être un temps très intéressant d'échange, en effet. On parlait de l'importance du réseau et surtout de la difficulté à avoir une égalité des chances face aussi au stage. La problématique de l'inégalité des chances à l'école est un réel sujet ici en France et dans d'autres pays aussi. Mais si on se base déjà sur la France, la difficulté, c'est un véritable intérêt, mais tout dépend où on fait le stage. Tout dépend par quel biais on y arrive. Et c'est vrai que les jeunes sont confrontés à des réalités socioculturelles très, très complexes. Comment dépasser cela ? Alors, la plateforme. Alors voilà, on y revient. On y revient. Et au-delà de la plateforme. On y revient, mais c'est un outil qu'il faut vraiment avoir en tête et qui est d'ailleurs utilisé pour les stages de 3e aussi. Je ne l'ai peut-être pas dit. Et avant, il y avait une plateforme stage de 3e et l'année dernière, il y a une plateforme stage de seconde. Et maintenant, c'est la même plateforme qui permet de gérer les deux. Alors ensuite, il y a un travail de terrain de nos équipes. Vous avez dit que je travaillais sur la relation école-entreprise. Donc, ça veut dire que je coordonne le travail des pôles relation école-entreprise des 3 académies qui elles-mêmes ont des chargés de mission sur la relation école-entreprise en département. Et donc, on a des équipes très investies qui, dans le cadre des partenariats que l'on développe au niveau départemental, vont permettre aussi de proposer des stages aux élèves. Les lycées, les collèges font aussi des partenariats puisque beaucoup de dispositifs de relations école-entreprise ont été mis en place ces dernières années, puisque la relation école-entreprise, elle est vraiment au service de l'orientation avec les stages, mais aussi les visites d'entreprise. Par exemple, un enseignant qui emmène ses élèves dans une visite d'entreprise, eh bien, ça peut être l'occasion pour un élève qui se dit « Ah, ça m'intéresse », peut-être de lui dire « Ah, pense-y », peut-être échange avec un des salariés qu'on aura pu rencontrer. Il faut leur donner, leur donner cette liberté, mais aussi cette liberté de trouver par eux-mêmes, de choisir, de trouver les opportunités en fait qui peuvent se présenter. Alors dans l'absolu, je suis complètement d'accord avec vous. Dans la réalité, ça ne marche pas comme ça et on le sait. Ça marche parce que nous avons la chance, peut-être vous et moi, d'avoir un réseau qui est plus facile pour nos enfants, mais c'est pas la réalité dans beaucoup de lieux, ne serait-ce que par le point de vue géographique ou parce que c'est compliqué pour des familles qui sont dans des milieux défavorisés ou qui sont dans des endroits qui ont peu de relations, ou qui ont elles-mêmes des métiers qui sont difficiles. Comment faire pour pouvoir favoriser ces familles ? Je sais que le gouvernement va créer 30 000 offres de stage pour les élèves des quartiers défavorisés. Est-ce que ça va suffire ? Alors, 30 000 offres, c'est beaucoup, effectivement. Combien d'étudiants en 3e en France ? Alors, en 3e, en France, en Île-de-France, c'est 150 000 et ça représente 20%. Donc, la région académique Île-de-France, c'est 20% de tout. Donc, voilà, c'est de l'ordre de 600 000. Pour les stages de seconde, c'est 565 000. Donc, c'est pas beaucoup, voilà. 30 000, on est d'accord. Donc, 30 000, c'est pas beaucoup, complètement d'accord. Mais donc, je reviens, ce n'est pas anecdotique, le travail des équipes sur le terrain dans toutes les régions académiques, dans tous les académies, les départements. Il y a des personnes à l'éducation nationale
mobilisés sur la relation école-entreprise. Il y a des associations qui travaillent aussi sur ces sujets avec lesquels nous travaillons. Ces associations se mobilisent pour trouver des stages pour les élèves, justement dans les quartiers les moins favorisés ou dans la ruralité. Moi, je viens d'un petit village de province, donc voilà, c'est quelque chose que je connais bien, la ruralité. Et donc, on a développé sur les territoires beaucoup d'actions dans le cadre notamment de comités locaux école-entreprise. Ce n'est pas forcément très connu, mais il se passe beaucoup de choses à l'éducation nationale. Je pense que voilà, sur School TV, vous montrez beaucoup ça et merci de le faire. On est ravis, au contraire, ça touche tout le monde. C'est vrai qu'on pense assez rarement au service public, mais ça peut être aussi un lieu d'apprentissage et de partage. Est-ce que le service public propose cela, c'est-à-dire à la fois la santé, l'éducation ou la citoyenneté de manière générale? Est-ce que ça peut intéresser les jeunes, justement? Absolument. Et j'étais récemment en réunion avec une chargée de mission de la PHP qui m'expliquait l'ensemble des stages qu'elle souhaitait proposer. Et donc, ça fait partie de mon travail, comme de mes homologues sur la France, de nouer des partenariats avec des grands acteurs. Par exemple, là, nous avons envoyé des demandes d'offres de stage directement et indirectement à 65 000 organisations, parce que nous passons via le MEDEF Île-de-France, la CCI Île-de-France, la CPME, la CMA. Nous avons des grands partenaires avec les entreprises s'engagent aussi. Donc nous avons des grands partenaires que nous mobilisons, qui se mobilisent avec nous, de façon à pouvoir irriguer le plus largement possible, et notamment les jeunes qui n'ont pas de réseau et qui ont vraiment besoin de nous tous, éducation nationale, mais entreprises, et plus largement les employeurs. Vous avez parlé d'employeurs tout à l'heure, on parle de relations école-entreprise, mais en fait, il faudrait parler de relations école-employeur en réalité, pour que ce soit peut-être plus compréhensible que tout le monde a des métiers et des emplois à proposer. Alors justement, ces fameux stages, on parle beaucoup des stages de troisième puisque c'est l'objet du jour, mais j'aimerais quand même vous fasse un clin d'œil sur les stages de seconde dont vous parlez. Quelle est la différence entre troisième et seconde? Déjà le temps, 2 semaines en seconde? 2 semaines en seconde, donc 1 semaine en troisième, vous l'avez dit, c'est peu, mais c'est une première entrée en matière. En seconde, on a 1 an de plus, ça ne paraît pas, mais voilà, il y a un peu plus de maturité. Il y a un début d'orientation, en tout cas, voilà, on choisit des options, etc., où on est dans la voie professionnelle. On est un peu plus dans l'action. On est un peu plus dans l'action. On est un peu plus dans l'action. Et le niveau de réflexion n'est pas le même. J'ai trouvé, par exemple, quand j'ai accueilli les 8 stagiaires dont je vous parlais dans notre service, voilà, les échanges, par exemple, on a pu aussi, notamment, pour essayer de les faire progresser dans ce que c'est qu'un réseau et l'intérêt d'un réseau, les faire travailler sur... Alors, ils connaissent tous les réseaux, TikTok et compagnie. Hein. Ils ne connaissaient pas, je ne vais pas faire de publicité, mais ils ne connaissaient pas LinkedIn, par exemple, qui est quand même un réseau professionnel très important. Et ça fait partie des choses qu'on leur fait toucher du doigt, j'allais dire. Et donc, ils ont pris conscience de ça. Et par exemple, ils m'ont demandé tout de suite sur LinkedIn. Donc... voilà, je me dis que progressivement, on peut faire passer des messages qui sont plus compliqués à faire passer lorsqu'on est en troisième. L'idée de transformer aussi l'essai avec un bon stage qui serait aussi pérenne pour la suite, c'est-à-dire se dire je reviens l'année prochaine et puis peut-être que pourquoi pas m'ouvrir une voie. Pourquoi pas, sincèrement. Vous savez qu'on a beaucoup développé l'apprentissage. L'apprentissage ces dernières années. On avait un objectif de l'ordre du 1 million d'apprentis, beaucoup d'apprentis dans le supérieur. Et on peut se dire que, un stagiaire de seconde, puisque c'est la question, je crois, que vous me posez, après avoir découvert plusieurs métiers, peut-être plusieurs secteurs d'activité, parce que c'est 2 semaines, mais on n'est pas obligé de faire 2 semaines dans la même structure. Il se fait des contacts. Nous, c'est ce qu'on leur a dit. Vous faites des contacts. Peut-être que quand vous serez en études supérieures, ça sera intéressant de revenir vers nous ou vers d'autres personnes que vous avez rencontrées, parce que ça pourrait être l'occasion de trouver plus facilement un contrat d'apprentissage, par exemple. Ce dernier petit point, ce rapport de stage qui est proposé, qui est demandé plutôt par l'école après le stage de troisième et de seconde, est-ce qu'il va compter à un moment ou à un autre, vous pensez aussi, dans le dossier
pour Parcoursup? Alors, je pense qu'il est très intéressant en termes d'expérience et donc il va leur permettre, dans Parcoursup, il y a le projet motivé. Et donc, s'ils sont en capacité de montrer ce que le stage leur a apporté, leur stage de troisième et ou leur stage de seconde, dans leur projet motivé, c'est clairement un plus. Merci beaucoup à Véronique Blanc d'être venue sur le plateau du Grand JT pour nous parler de ce stage de troisième qui a bientôt quand même 20 ans et stage de seconde qui est tout nouveau, qui a à peine 1 an. Merci beaucoup. On va marquer, non pas une courte pause, pardon, mais si on va marquer une courte pause. Exactement, à tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, 2°, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir par Skype Sandra Boisseau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Sandra. Vous êtes spécialiste éducation inclusive. On a beaucoup de chiffres marquants. Je l'ai évoqué surtout en sommaire. Seuls 41,7% des filles handicapées terminent l'école primaire dans le monde. À l'occasion de la journée mondiale de l'éducation le 24 janvier, Handicap International a publié un rapport intitulé « Au-delà de l'accès, assurer la continuité de l'éducation pour les adolescentes handicapées ». Alors effectivement, on va y revenir dans ce contexte de grande précarité et de pauvreté dans le monde. On voit évidemment que les personnes handicapées sont plus élevées qu'au sein de la population générale et les niveaux de revenus sont inférieurs. 80% des personnes handicapées vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. C'est une réalité qui ne cesse de s'amplifier aujourd'hui, Sandra Boisseau. Alors effectivement, c'est bien le cas. Dans l'ensemble des pays où nous intervenons, donc effectivement dans les pays à revenus faibles, c'est un constat que l'on peut faire à tous les niveaux en matière d'accès aux différents services. Vous venez de parler de services éducatifs, mais pas que. Dans les services de santé, l'inclusion économique, l'accès à l'emploi, etc., etc. La liste est longue. En effet, les personnes handicapées font partie des groupes qui sont extrêmement marginalisés, discriminés et loin effectivement d'un accès, par exemple, à l'éducation. Alors on voit que ce sont souvent les filles, surtout en situation de handicap, qui sont le plus impactées. Pour quelles raisons? Elles sont très nombreuses, mais j'aimerais qu'on puisse les détailler ensemble.
Alors effectivement, et c'est d'ailleurs, vous l'avez rappelé, le sujet de la note de plaidoyer qu'on a pu publier il y a quelques semaines, on a souhaité mettre en lumière en fait les difficultés additionnelles que rencontrent les filles handicapées, notamment les adolescentes, dans leur accès et leur maintien à l'école, puisque, encore une fois, les enfants handicapés en général sont encore très éloignés de la scolarisation, mais les filles handicapées, lorsqu'elles atteignent notamment l'âge de la puberté, sont encore particulièrement exclues et vulnérables. Différentes raisons à cela. Le mariage précoce, notamment, c'est une des raisons qui fait qu'effectivement ces jeunes filles ont plus de difficultés à rester à l'école. Le fait qu'elles aient des difficultés également à accéder aux informations, par exemple, je pense au programme sur la santé sexuelle et reproductive. Les filles handicapées en général ont peu d'accès à ce type d'informations. Elles sont sujettes également à des violences basées sur le genre de manière plus importante encore que les garçons handicapés. Très souvent également une problématique qui se pose à elles, et normalement surtout lorsqu'elles accèdent au secondaire, c'est que les établissements scolaires sont très éloignés de leur domicile. Donc il peut y avoir des situations par exemple de violence sur le chemin de l'école. Donc les écoles sont distantes, très distantes des domiciles, et les parents pour ces raisons souhaitent surprotéger leurs filles et les gardent à la maison. Donc c'est également un aspect important dans leur déscolarisation. La pauvreté des familles, vous en avez parlé, c'est un obstacle majeur dans l'accès à l'éducation pour les enfants handicapés en général et en particulier pour les filles parce que effectivement elles sont en général moins on va dire plus vulnérables encore et moins mises en avant par leur famille et par les parents en particulier. On va parler de cette double discrimination, hein, si je puis dire. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est vécue, à la fois par le handicap et à la fois par le genre. On parle de tous les pays du monde, mais c'est valable partout. Hein. On a peu de différences finalement dans les pays dits riches ou dits pauvres. Il y a toujours cette idée que les femmes, les jeunes filles en tout cas, doivent, si c'est possible, s'il y a une fratrie, hein, les garçons sont poussés vers les études si c'est possible, ou en tout cas si ça fait partie de la culture, et les filles plutôt rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères et effectivement aller vers ces mariages dits forcés. Est-ce qu'il y a eu une évolution, qu'elle soit positive ou négative là-dessus, ou est-ce que finalement les taux sont constants ? Les proportions sont constantes. Alors, ça reste une difficulté majeure. Maintenant, c'est vrai que dans le cadre des pays dans lesquels nous travaillons, notamment sur des projets d'éducation inclusive, on met un accent particulier à la sensibilisation des communautés, des parents, des familles, donc sur tous ces aspects-là, pour que le regard change, pour que les attitudes changent, pour qu'on comprenne qu'effectivement, il n'y a pas de différence à faire et de choix opérés entre un garçon et une fille. Mais c'est vrai que les croyances sont importantes. Et donc, du coup, on continue effectivement ce travail. Dans les zones d'intervention dans lesquelles on opère depuis un certain nombre d'années, on voit effectivement ces changements d'attitude et donc, du coup, de pratiques finalement au sein des communautés et au niveau des familles. Mais ça reste un travail de longue haleine. Oui, pardon, excusez-moi de vous avoir coupé Sandra Boisseau, mais vous parlez de croyances, mais finalement on le voit, c'est une réalité aussi économique, hein, et d'ailleurs c'est clairement dit dans le rapport, le fait de garder les filles handicapées à la maison, je cite, pour aider aux tâches ménagères est souvent considéré à court terme comme plus rentable que d'investir dans leur éducation. Donc en fait c'est manifeste, c'est-à-dire qu'ils se disent bon bah finalement mieux vaut les garder chez soi. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est effectivement les parents le voient comme un investissement à ne pas faire puisque ces filles sont également vouées à partir de la maison à un moment donné. On parlait juste avant du mariage, des problématiques de mariage précoce. Ces jeunes filles, elles vont partir de la maison, elles vont sortir de là. Donc effectivement, on préfère investir sur un garçon, garder la fille à la maison tant qu'elle peut être là et être utile à la maison à travers effectivement les activités domestiques qu'elle va pouvoir réaliser. Mais encore une fois, lorsque l'on arrive à parler avec les familles, les sensibiliser et aborder ces sujets-là avec elles, à un moment donné, dans la majorité des cas, elles changent d'attitude, elles comprennent l'importance. L'idée également de mettre en avant des femmes qui ont réussi, des femmes handicapées qui ont réussi en général à son effet, puisque ça permet aussi de valoriser à la fois
L'autonomie des femmes, le fait qu'elles puissent à un moment donné, si elles accèdent à l'éducation, avoir une formation puis un emploi, ça veut dire qu'elles peuvent être à un moment donné autonomes et puis également subvenir aux charges également de la famille. Donc ça, c'est en général un argument qui fait écho auprès des parents qui sont un peu réticents au départ. Évidemment, hein, la parole est très importante et bien sûr sensibiliser, comme vous le faites, est essentiel. C'est vrai que lorsque j'argumente sur le plan économique, mais c'est vrai que c'est un facteur très important aussi pour ces familles dans le monde, le poids aussi des investissements liés effectivement au handicap, hein, que ce soit le fauteuil, les soins à domicile et à l'hôpital en particulier, les déplacements hein, auxquels vous faisiez allusion à la fois pour l'éducation mais aussi pour les soins, eh bien, sont très importants et donc les familles aussi peut-être font ce choix pour ces raisons-là? Oui, tout ça, ça pèse énormément effectivement sur les familles. Donc l'éducation n'est jamais gratuite, même si effectivement dans beaucoup de pays il y a des efforts qui sont faits. Mais l'éducation déjà pour tous les enfants n'est pas gratuite. Et en plus effectivement c'est une charge double pour les familles qui ont des enfants handicapés, puisqu'il y a effectivement dans certaines situations besoin d'aller à des soins de réadaptation, par exemple, d'avoir effectivement une aide technique. Et donc, effectivement, ça complique les choses pour les familles. Également aussi, ça suppose très souvent d'avoir un parent, un frère, une sœur qui est à charge, donc qui va pouvoir se disponibiliser, être là, soit pour accompagner, par exemple, transporter l'enfant handicapé pour rejoindre l'école. Donc, tout ça, effectivement, rend difficile la situation des familles. C'est souvent la mère qui le fait, rarement le père. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on constate malheureusement sur le terrain, c'est souvent les mamans qui sont mises à contribution très fortement, beaucoup plus que les papas d'ailleurs, et également des situations que l'on remarque très souvent qui sont que ces enfants handicapés sont à la charge des mamans parce que en général dans ces situations les parents se séparent ou le papa fait le choix de partir du foyer. Voilà, et les mamans effectivement se retrouvent avec la charge de ces enfants handicapés. Et évidemment, les dépenses de santé passent avant les dépenses d'éducation aussi pour la plupart. Oui, lorsqu'il y a des choix qui doivent s'opérer, en effet, les parents préfèrent reporter effectivement les frais vers les frais de soins, les soins de santé plutôt que l'éducation des enfants. Effectivement, on comprend des choix qui sont malheureusement compréhensibles, mais qui montrent à chaque fois un désastre sur le plan de l'éducation des filles que l'on peut retrouver dans de nombreux pays. Est-ce que vous avez fait, selon l'étude aussi, une évaluation en fonction effectivement des zones géographiques, à la fois de la ruralité et des grandes villes et des pays dans le monde ? Alors, la note dont vous parliez tout à l'heure, c'est une note qui présente des situations dans 3 pays, le Sénégal, le Rwanda et le Népal. Mais cette situation qui est présentée, c'est une situation que l'on observe aussi dans l'ensemble des pays dans lesquels on intervient. Il est vrai qu'il y a des disparités qui sont plus grandes en milieu rural, tout simplement parce que l'accès aux services est déjà plus restreint, plus limité et souvent très éloigné, je le disais tout à l'heure, avec aussi une offre de services qui est soit absente, soit quasi inexistante. Donc c'est vrai ça ajoute encore dans les difficultés additionnelles que vont rencontrer ces enfants lorsqu'on est fille handicapée, lorsqu'on est fille handicapée arrivant à l'adolescence et en plus habitant en milieu rural. À ce moment-là, effectivement, il y a une multitude d'obstacles, de barrières qui font qu'en effet, l'accès à l'éducation devient extrêmement difficile. Alors, je continue à parler effectivement de ce rapport que vous avez publié sur les adolescentes en situation de handicap dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette formation très importante, la sensibilisation dont vous parlez et que vous faites au quotidien, bien entendu, mais cette formation aussi des enseignants et puis l'accessibilité des établissements. Ça aussi, c'est un frein. Oui, absolument. Effectivement, tout à l'heure, la liste n'était pas exhaustive du tout. On a parlé des préjugés, des croyances, mais effectivement, il y a également beaucoup de barrières qui se posent dans l'environnement scolaire lui-même, donc dans l'école, en termes d'accessibilité physique, mais pas que. Il y a effectivement des problématiques de manque de formation de la part des enseignants et des enseignantes, qui ont des difficultés effectivement à concevoir la présence d'un enfant handicapé, d'une fille handicapée dans la classe, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas les bons outils très souvent, et donc du coup c'est vrai que pour eux là aussi c'est souvent vu comme
charge supplémentaire et une difficulté donc de pouvoir adapter leurs pratiques pédagogiques aux demandes et aux besoins de ces enfants. Également, en termes de participation, effectivement, dans l'école, ces enfants sont souvent objets de moquerie de la part des autres élèves. Donc, ça peut également être un facteur de démotivation, un facteur d'abandon pour certains élèves handicapés aussi. Vous travaillez, j'imagine, avec les différents secteurs de l'éducation dans le monde, avec toutes les personnes qui s'occupent de la pédagogie aussi de ces enfants. Pour toutes les filles handicapées qui vous écoutent aujourd'hui, les jeunes filles, pour tous ceux qui travaillent sur le handicap de manière générale, quel est le cri du cœur que vous pouvez aujourd'hui dire, hurler, faire pour que les choses avancent de la manière la plus efficace et rapide possible ? Alors tout d'abord, commencer pour rappeler que le droit à l'éducation est un droit pour tous les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, que l'on soit garçon ou fille. C'est extrêmement important de donner les mêmes conditions à tout le monde. Donc ça, c'est la première des choses. Et effectivement, à travers des efforts qui sont déjà faits, mais qu'il faut continuer, d'un travail collectif de l'ensemble des acteurs éducatifs, que ce soit les parents, que ce soit les acteurs de l'éducation, que ce soit les acteurs de la santé et autres. Lorsque ces efforts, cette collaboration existe, lorsque cette collaboration fonctionne, à ce moment-là, on voit un impact direct sur la situation éducative des enfants handicapés et en particulier des filles. Donc, je continue à penser que un effort de plus concernant cette collaboration multisectorielle est indispensable pour la bonne réussite et l'amélioration surtout de la situation éducative pour tous les enfants et en particulier les enfants handicapés et les filles handicapées. Merci pour tout ce que vous faites à Handicap International. Sandra Boisseau, on vous salue toutes les équipes de Handicap International aussi. Je rappelle que vous êtes spécialiste éducation inclusive. Merci mille fois d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. Merci. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Comment est né Naïstan ? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Oui, Naïstan est né, a été fondé par Dominique Dupuis en 2022. D'accord. Et après, en 2023, Dominique Dupuis a fait un partenariat avec Carole Mann Femed. Et puis, à partir de ce moment-là, les deux associations travaillent depuis 2023 sur le programme de Laissez-nous apprendre. Donc, quelle mission vous êtes donnée au sein de l'association ? La mission principale de Naïstan, c'est de donner aux jeunes filles afghanes l'accès à une éducation secondaire dont elles sont aujourd'hui privées depuis 3 ans. 3 ans déjà. On fait une émission chaque année, on a le sentiment que la situation se dégrade effectivement mois après mois, année après année. Oui, aujourd'hui, c'est 2,5 millions de jeunes filles qui sont privées d'éducation secondaire. Et donc, au sein de Naïstan, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne et on finance la création de classes informelles pour les jeunes filles, donc à partir du niveau secondaire, donc à partir de la 6e. C'est ça, parce qu'on précise que l'éducation est interdite pour les petites filles en Afghanistan, toutes les filles qui ont moins de 12 ans, c'est ça Qui ont plus de 12 ans. Qui ont plus de 12 ans, pardon. À partir du secondaire. Après le secondaire. Il faudrait juste qu'on commence par ce chiffre. 13% des Français regrettent d'avoir eu un enfant. Et ce chiffre s'élève même à 33% chez les parents de 18-24 ans. Ça m'a scotché. Tout à fait. Nous aussi. Ok, super. Question suivante. C'est ce qu'on appelle le regret maternel. Oui, tout à fait. C'est quoi le regret maternel alors ? C'est un état d'être, je dirais un état même de mal-être. C'est pas une pathologie, c'est pas une... Alors, il peut y avoir de la dépression. Mais c'est vraiment le fait... On ne parle pas du postpartum ou du burn-out, etc. C'est autre chose. C'est assez différent. Ouais. C'est vraiment un état de mal-être et c'est le fait de regretter tout ce qui est lié au rôle de mère. Et non pas de regretter son enfant. En général, on aime son enfant. On peut aimer son enfant et être dans le regret. Et regretter son apéro. C'est un peu ça. Voilà, mais en plus, on va dire. En plus, et surtout, c'est pas évident à assumer publiquement. Absolument. Alors, ça l'est un peu plus aujourd'hui. Mais effectivement, ça a été très très tabou et le tabou commence à se lever aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour preuve, dans les sondages, on ose dire qu'on regrette d'avoir fait un enfant.
comment vous voyez justement dans vos expérimentations l'impact d'un programme de développement des CPS au quotidien auprès des lycéens? Qu'est-ce que vous constatez? Nous avons développé plusieurs choses au sein de PAIDEA. Il y a d'une part Nabou, je pense qu'on en discutera dans quelques instants. On a également développé des ateliers de pensée critique qui permettent de mettre en œuvre ces compétences psychosociales. Et d'une manière très concrète, on voit une qualité d'écoute qui est améliorée au sein des élèves. On voit aussi une capacité à discuter de sujets difficiles. On voit aussi de la persévérance qui augmente, des élèves qui tentent plusieurs fois de faire un même exercice, qui essayent de comprendre. Et puis surtout, je crois que l'élément fondamental que nous avons pu observer, c'est que les élèves retrouvent un certain sens à l'apprentissage et au savoir. Il ne s'agit plus juste de faire des exercices, d'avoir des bonnes notes, mais il s'agit vraiment de comprendre des choses pour se transformer. Les 145 classes informelles que vous avez mis en place en seulement 3 ans. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à le faire? Dominique Dupuis, du coup, a travaillé pendant plus de 20 ans en Afghanistan, donc elle avait un très bon réseau sur place. Et donc, les enseignantes qu'on accompagne, elles nous sont recommandées par ces membres de ces réseaux différents. Donc, à chaque fois, c'est des recommandations. Et on fait attention, justement, pour justement tout cet aspect sécuritaire, qu'elles nous soient recommandées. Ce pas des personnes qui nous arrivent comme ça. Et nous, à Paris, on est une équipe de 7 salariés. Parmi ces 7 salariés, on a 5 personnes qui sont afghanes. Donc on est en mesure de passer des entretiens avec ces personnes pour s'assurer, qu'elles ont la capacité d'enseigner le niveau secondaire, et en plus qu'elles ont la capacité au sein de leur foyer d'accueillir environ 20 à 25 jeunes filles 6 jours par semaine. Donc on s'assure aussi que toute la famille est d'accord pour accueillir ces jeunes filles, notamment les figures masculines du foyer, puisque c'est eux qui, si jamais des questions venaient à être posées, c'est eux qui devront y répondre et protéger la classe et adopter le narratif qu'on communique à tout le monde. Puisque d'extérieur, ces classes, c'est pas des classes, c'est vraiment des cours de couture gratuits. C'est comme ça qu'on présente l'existence d'une classe pour l'extérieur. Les jeunes filles, on leur demande de venir avec des outils de couture. Les classes, elles ont aussi été équipées en machines à coudre. On a essayé de cultiver ce narratif pour protéger l'ensemble du réseau. Et en fait, ces femmes, elles prennent un risque énorme. Les jeunes filles aussi et leurs familles aussi. Donc tout le monde a intérêt à protéger ce narratif. La tendance mondiale, puisqu'on parle de natalité, c'est une baisse de la natalité avec des facteurs multiples. Oui, tout à fait. C'est vraiment des très multifactoriel. Il y a tout ce qui est socio-économique, c'est-à-dire effectivement quand c'est plus difficile de quitter le domicile des parents, c'est aussi plus difficile de se projeter dans la vie pour faire un enfant. Il y a également le taux de célibat qui augmente de manière très importante. En particulier chez les femmes qui ont des niveaux socio-économiques plus élevés. Je dirais qu'il y a une manne d'hommes à disposition qui est moins importante, et donc beaucoup de célibat à ce moment-là. Vous dites que les femmes, en particulier, sont prêtes à laisser filer les années dans l'espoir de rencontrer le père, et le est en majuscule dans le livre, de leurs futurs enfants. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont plus regardantes qu'avant, ou alors les hommes sont beaucoup moins à la hauteur? Première réponse, la bonne est la première, je vous le dis tout de suite. Donc, je ne sais pas si les hommes sont moins à la hauteur, mais certainement, oui, il y a plus d'exigences, mais par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à elles-mêmes. En fait, il faut avoir constitué sa carrière, constitué son statut social avant de se lancer dans la maternité. Donc, il y a beaucoup d'exigences de ce côté-là. Et effectivement, finalement, le partenaire, dans une vie assez fantasmée et choisie, c'est pareil, il passe par le même filtre. Et donc, effectivement. Je vous ai interrompu, mais parce que ça, c'est un point qui m'avait beaucoup intéressé dans le livre. Mais vous disiez, il y a d'autres facteurs alors qui font que la natalité baisse? Oui, alors il y a également des facteurs qui sont des facteurs physiologiques, avec une baisse de la qualité du sperme, qu'on peut pas nier, diminution de plus de la moitié de la qualité du sperme. Et là encore, les explications multifactorielles. Oui, c'est ça, beaucoup l'environnement, probablement. Mais le mode de vie, d'une façon ou d'une autre. Voilà, le mode de vie, tout à fait. Et puis également une augmentation, certainement, de l'infertilité liée au recul de l'âge. Parce que ce qu'on oublie, c'est que jusqu'à présent, les femmes faisaient la majorité de leurs enfants entre 25 et 30 ans, là où le taux de fertilité est très bon. Et aujourd'hui, il y a vraiment un recul de l'âge à la maternité. Je dirais, on est plus souvent autour de 38, 40, voire un peu après. Effectivement, à cet âge-là, la maternité est moins bonne.
Naboo, qui est une application éducative développée dans le cadre de ce fonds de dotation de PADEA. Elle permettrait, si j'ai bien compris, mais vous allez nous expliquer ça, d'évaluer et de suivre les compétences psychosociales et transversales de l'élève. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer son fonctionnement à Naboo? Avec plaisir. Naboo repose sur une expérimentation. On a travaillé pendant plusieurs années avec des enseignants de l'éducation nationale. On a aussi regardé l'ensemble des programmes officiels de l'éducation nationale. On a pris aussi une part importante d'attention sur les usages professionnels des enseignants. Et en synthétisant l'ensemble de ces informations, on a pu établir un référentiel des compétences du lycée, compétences transversales. Et dans ces compétences, vous avez les CPS, la méthodologie, mais aussi des opérations intellectuelles. Et au travers de ce référentiel, on a développé un outil numérique qui permet à la fois de les détecter, de les diagnostiquer, de savoir où l'élève se situe par rapport à l'ensemble de ses compétences. Et ensuite, de donner cette information immédiate à l'élève, de lui dire voilà ce que tu sais faire, voilà les sujets sur lesquels tu peux progresser. Et puis évidemment, de donner cette information à l'enseignant et ensuite, derrière, de déclencher un véritable processus de progression et d'apprentissage. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. La réalisation aujourd'hui, c'est Xavier Sanchez. Le son, Thibaut Gorille-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Ferré à la rédaction. Je regarde ma fiche, mais j'en ai pas besoin quand même. Je les connais tous très très bien. Oui. C'est toujours un clin d'œil. Merci beaucoup, Guillaume. Attends, je regarde. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. On vous retrouve quand, cher Guillaume? Lundi prochain. Et demain, c'est Adrien Fontenot, je l'ai dans la tête, qui sera avec nous. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Ciao.